nous avons pensé utile poser la question de pourquoi faire l'éthique. Qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'éventuellement on pourrait faire, à quoi elle sert, à quoi elle ne sert pas, etc. Donc voilà, c'est ce que je vais vous proposer comme d'hab. C'est à la fois un point de vue particulier, il y a d'autres, et un chemin. Bien. Quelques ponctuations. La première ponctuation, c'est un constat banal, la présence multiple de la question éthique, des questions éthiques dans tout domaine. Bon, je dis souvent, ce serait plus court de faire la liste négative, ou des institutions de pratique, des discours où la question éthique n'apparaît pas. Ce serait probablement plus court, cette liste, plus courte que la liste de tous les éléments et pratiques et institutions où ça apparaît. De l'éthique des affaires à l'éthique de la police, en passant du code éthique de la police, il y en a un d'ailleurs, en passant par les codes des journalistes et évidemment les codes de travail social, il y a plusieurs là pour des raisons diverses. La liste est à peu près infinie, j'allais dire, non c'est trop, mais vaste, très vaste. Et j'exclus l'hypothèse qu'il n'y ait pas une d'un effet de mode. Et une mode ne dure pas si longtemps. Et ça fait un bon moment que l'éthique est là, que les questions éthiques sont évoquées, suscitées. Donc on peut imaginer que quelque chose se passe avec l'éthique, à propos de l'éthique, grâce à l'éthique. Il reste à voir quoi. Ça va être en partie monté. C'est en partie monté. Ce qu'il faut dire aussi, ponctuation de la même importance, non seulement la présence multiple de l'élection éthique, mais aussi les définitions constamment sous-entendues. C'est-à-dire, il y a, je dis ça par précaution oratoire, plus que parce que je le crois, il doit y avoir des textes qui définissent l'éthique, mais je dis ça une fois encore par pudeur de ne pas me faire prendre en faute, mais en général, on appelle définition ce qui en fait sont des tautologies comme telles non fondées. L'éthique, la défense des valeurs, l'éthique, la mise en avant d'attitudes cohérentes, l'éthique, la défense de l'humanité, bon, tout un tas de définitions plus ou moins savantes, plus ou moins ordinaires. Et en tout cas, les définitions de qu'est-ce que l'éthique, à quoi elle sert, et la question sur laquelle je vais terminer un peu plus tard ce soir, faut-il parler d'une éthique, faut-il parler plutôt des éthiques, tout ça est constamment sous-entendu. Ce qui ne porte pas, à mon avis, ne porte pas atteinte. Au contraire, contribue à l'extrême diffusion. Comme pour d'autres éléments moins définis, et plus ça fonctionne. Et il y a aussi, c'est mon grand ponctuation 2, une forte instabilité des significations. La plus importante de ces significations instables, c'est le jeu de mots presque, le jeu de mots entre morale, déontologie et éthique. Tantôt, ça recouvre la même chose, voire dans la même phrase. Quelqu'un qui va parler de son éthique, ou de l'éthique d'autrui, et qui va donc parler de ses valeurs morales. Tantôt, on parle évidemment de l'éthique professionnelle, c'est très répandu. Il y a des comités éthiques, ou dans certains cas, il y en a eu. Il y a des comités d'éthique. Chez les psychanalystes, on dit qu'il n'y a plus de comités éthiques. Bon, ça dépend du courant, de la chapelle. Et en tout cas, il y a un caractère extrêmement volatile des appellations. Comme si c'était interchangeable. Comme si, hein, c'est un peu plus raffiné que ce que je dis là. J'ai terminé le premier chapitre. Aujourd'hui, c'est l'introduction que je vous raconte, qui n'est pas écrite encore, c'est écrit grâce à vous. Terminé le premier chapitre d'un nouveau bouquin, donc sur la question de l'éthique d'ontologie morale, qui prétend prétentieusement définir chacune des trois. Définir, hein? Pas commenter,
pas faire le glossaire, bon, ça fait que 41 pages. On dit souvent la science de la morale. Comme on dit la didactique, la science de la pédagogie. L'éthique comme version lettrée de la morale. L'éthique donc s'occuperait de fonder la morale, lui donner quelques bases, délimiter sa portée, etc. C'est intéressant. C'est intéressant cette tentative, pas plus que ça d'ailleurs, cette tentative pour situer quelque part l'éthique, pour la sortir de son état d'apparent flottement. Ce qu'il faut dire aussi, ça ferait presque partie plutôt des sous-entendus, c'est que quand on parle d'éthique, et l'éthique a un statut étonnamment positif. Tout à fait intéressant, on peut tirer des conséquences extraordinaires, et soit positif, parce qu'on ne revendique pas une éthique de la destruction. Je me suis tapé parce que j'aime ça et parce que c'est mon boulot, des textes abominables, bien sûr. Et par exemple, Heinrich, l'ancien dirigeant nazi, réunissant des chefs de bataillon qui en Pologne étaient chargés de liquider la population et qui étaient un peu découragés, paraît-il. Même les nazis sont découragés. Étaient découragés. Et donc, Heinrich, très savant, explique que la tâche qu'ils sont à faire est abominable. Pas de subvention, mais c'est pour le bien du Reich. C'est une éthique supérieure. C'est extraordinaire. J'ai trouvé ça horrible, mais horrible parce que c'est à l'état pur des choses qui se disent par ailleurs, hein, aussi. Donc, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est ça. L'éthique semble avoir un statut étonnamment positif, et quand elle est négative, c'est pour être désolé de son absence. Oui. Et prétend avoir une éthique, les adversaires prétendent avoir une éthique, en fait, il n'y a rien, ils n'ont pas d'éthique. On verra plus tard que la traduction de « ils n'ont pas d'éthique », la traduction de la formule « ils ne sont pas éthiques » et « ils ne sont pas la nôtre ». Mais ça, on verra un peu plus tard aujourd'hui. Bien. Donc, il y a une extrême prolifération de sous-entendus, des questions éthiques, de la question de l'éthique, dont on peut accepter, sûrement une conviction, mais on peut l'accepter comme hypothèse, ce n'est pas un simple effet de mode, il y a autre chose. Donc comment expliquer cette prolifération extrême? Il n'y a pas de domaine où ça ne puisse pas avoir sa place, il n'y a pas de colloque. À la condition que le sous-entendu marche. Que certains sous-entendus soient à l'œuvre, la principale étant déjà dit, pas définir. Pas définir précisément, sauf si on est très lâche, presque en tous les sens du terme, sauf si on fait de l'éthique un synonyme de morale. Et on prétend que ça c'est une définition. Ou si on entend que l'éthique c'est positionner sur des valeurs. À ce niveau, non seulement la différence avec la morale et la déontologie disparaît, mais la définition est suffisamment universelle pour être profondément creuse. Comment expliquer à la fois la prolifération de champs d'application, les sous-entendus et l'importance énigmatique pour le moment de pourquoi tant d'éthique? Pourquoi faire? Pourquoi tant d'éthique? Pourquoi on en parle tellement? Pourquoi il est mis à des sources les plus diverses, pas forcément ragoûtantes? Pour quelle part? Donc, je propose cette idée qu'il y a deux hypothèses possibles, que je vais exposer là presque sans nuance.
Même si chacune des deux mériterait, ça peut venir dans nos échanges, quelques explications supplémentaires. Hypothèse courante. Pourquoi tellement d'éthique? Disons, la phrase habituelle, c'est la France pour le camp. La phrase familiale. Et parce qu'il y a un dépérissement des référentiels, de valeurs, d'orientation. Chacun de nous peut donner 1000 exemples de gens ne croient plus en rien. Remarquez, les jeunes n'ont plus de valeur, et d'autres formules hyper connues. Bon, c'est ça que j'ai du mal à répéter, mais disons, c'est l'idée que le temps ne sont plus. On n'est plus à la rigolade, et il paraît-il comme en plus c'est la fin de l'abondance. Évidemment, ça la fout mal, comme on dit familièrement, ça la fout mal. Et des solutions subjectives, il y a beaucoup de solutions subjectives et professionnelles, bon, il y a de quoi. Il y a de quoi, les ouvrages, les déclarations à côté de la machine à café, les aveux, les démissions diverses sont nombreuses. Il y a de quoi pour chacun de nous, individuellement, collectivement, éventuellement, conjugalement, politiquement, il y a de quoi être déçu du monde où nous vivons et de la vie que nous échoit de vivre. Donc l'éthique vient là pour essayer de recoudre tout ce tissu éclaté, déchiré, ces liens sociaux, la vieille Rangiana, et ces liens sociaux décossus, inexistants, bon, tout ce qu'on sait. Et les sous-entendus. Les sous-entendus, c'est les sous-entendus épistémologiques, mais c'est idéologique fondamentalement, c'est que la crise, et nous vivons bien, il me semble, on peut être assez facilement d'accord, nous vivons bien au moment des crises, une conjoncture de crise. Tout dépend qu'est-ce qu'on entend par crise. Dans cette première hypothèse, la plus courante et la plus répandue, la crise est une expérience unilatéralement négative. Et crise comme synonyme de ça va pas, ça va plus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette hypothèse courante? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? La déploration. La déploration, ou plus simplement, la dénonciation. Il y a plein d'articles, livres, je ne vous dis pas. Livres sur à la fois la nostalgie du temps passé, où, soi-disant, les convictions étaient fortes, et les idéaux, notamment idéal du progrès consistant, que, disons, sur le fait que... C'est le modèle Canard enchaîné, qui est un journal tout à fait intéressant, hein, mais qui raconte comment le monde ne va pas. Mais comme nous verrons dans quelques minutes, un journaliste rancunier et employé de Canard enchaîné vient de dénoncer au Canard enchaîné un emploi fictif. Ce qui doit confirmer que ça arrive sur le meilleur. On peut faire confiance à personne. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une déploration? Des banquets d'anciens combattants, des réunions pour se désoler qu'à mon temps c'était pas comme ça. Mais nous allons disparaître, le vieux. Qu'est-ce qu'on laisse comme héritage? Le vrai héritage, hein, celui des idées. Passons à une deuxième hypothèse, dans laquelle vous allez sûrement reconnaître quelques
quelques-uns de nos compagnons, pas de personnes, mais des idées. À savoir, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Crise de valeur, appelée valeur par principe. Je dis pour défendre l'idée que la dite crise de valeur est une impression absolument superficielle et touristique. Il n'y a pas de crise de valeur, il n'y a pas de disparition de valeur, il y a mise en crise de certaines, questionnement de certaines idéologies humanistes notamment, mais pas seulement, et il n'y a pas de disparition de valeur. C'est la nature a horreur de vide, la culture a horreur de valeurs vides. Il ne manque pas de valeur. C'est peut-être le plus insupportable à digérer. Nous ne vivons pas sans valeur. Nous vivons avec des valeurs dont certaines sont mortifères. On est très feignant quand on dit qu'il n'y a plus de valeur. Ce que veut dire, c'est qu'il n'y a plus de valeur positive. Mais en le disant, on oublie que, pour ces partisans, les valeurs dites négatives sont hautement positives. C'est pour nettoyer la France, c'est pour nettoyer le monde, c'est pour sauver ceci ou cela. Donc, quelle serait l'hypothèse dialectique sur la diffusion, tous azimuts, pourquoi tant d'éthique? Voici une proposition dite dialectique. Le réel, c'est-à-dire le travail social, les relations interpersonnelles, le réel cesse massivement et collectivement de paraître évident. Vous voyez, ça, je vais le commenter, mais c'est une définition hyper concentrée, un diagnostic hyper concentré de ce qui me semble arrive aujourd'hui. Depuis un bon moment, mais ça va. Le réel cesse massivement et collectivement de paraître évident. J'attire votre attention sur les gras italiques. Même les partisans, même des partisans de tel ou tel, qui sont très très pris dans la chose, évidemment, mais les partisans de telle ou telle croisade, idéologie ou autre, les partisans savent que les choses peuvent changer, que les promesses qu'on fait électorales, mais pas seulement, les promesses qu'on fait ne sont pas forcément suivies de faits, que les valeurs dites éternelles ne le sont pas. Vous voyez, c'est cette expérience que même au Canard enchaîné, pour donner cet exemple, sont toutes banales. Hein? Même au Canard enchaîné, même chez nous, je veux dire, même chacun de nous, même de l'expérience de chacun, et la certitude est là que tout ça est périssable, pas éternel pour un sou. Rêver un caractère historique, périssable et éventuellement mortifère. Éventuellement mortifère, c'est intéressant parce que ça vient indiquer cette petite chose que l'éthique, je ne dis pas l'éthique, mais une éthique n'est pas forcément positive. De fait, une éthique réelle, pratiquée en tel ou tel groupuscule, nazi c'est le plus simple. Ouais, nazi c'est le plus simple. Je peux donner d'autres moins. Chacun peut donner d'autres moins terribles, quoique. L'éthique de grand patronat. Il faut baisser les coûts, donc licencier. C'est une éthique mortifère pour les salariés, hautement positive pour le grand capital. Donc ça vient mettre sur le dos de la scène cette expérience qui n'est probablement pas unique, mais qui me semble très très typique du temps que nous vivons, une éthique peut-être négative, mortifère. Et prenez la mort, c'est une des devises
du franquisme, par exemple, variante locale du nazisme. Donc c'est ça, il me semble être l'hypothèse, enfin en tout cas c'est celle que je propose. Elle est difficile, je suppose que nos échanges tout à l'heure vont permettre de l'éclaircir un peu. Mais voilà c'est l'expérience, une fois encore, non pas qu'il y ait plus valeur, ça me semble très superficiel, banal. Ça sert à quelque chose, on verra dans quelques minutes. Sortir par le bas. La restauration, c'est aussi le refus du monde tel qu'il va. Vous voyez? C'est la même chose. C'est le refus du monde tel qu'il va, c'est-à-dire, disons, je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir. Comme disait M. Lacan, la passion de l'ignorance. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir parce que ce n'est pas vrai ça. Ce qui arrive, ce n'est pas le vrai monde. Ce n'est pas dans ce monde-là qu'elle m'avait promis que j'allais vivre. C'est, oui, le déni farouche du monde, vous voyez? Le déni farouche du monde. Le monde réel n'est pas si réel que ça. Ça va passer de différentes manières. Bon, on peut tenter de sortir par le haut. Pour ça, il faut un peu de dialectique. Toujours, il faut de dialectique. Qui tient ici dans une phrase. Dans un slogan. Même pas une phrase, dans un slogan hautement hegelien, celui-là. La positivité du négatif. La positivité du négatif. Nous vivons un monde cruel, nous, prolos et petits bourgeois. C'est pas universel. Maintenant, un jet privé, c'est le monde est un peu moins chiant. C'est un monde en crise, mais de l'intérêt, c'est justement la crise. L'intérêt, c'est que un certain nombre important des convictions passées foutent le camp. On ne peut plus croire en rien. On me dit à l'issue de telle ou telle conférence, ou tel ou tel écrit, on ne peut plus croire en rien. Comme disait un monsieur, organisateur d'une assemblée, d'une conférence une fois, à la fin de la conférence, il fait un éloge que j'ai beaucoup apprécié. Monsieur, vous n'apportez pas de l'espérance aux gens. Je trouvais ça, on ne m'a jamais autant félicité. Non, merci monsieur, merci. Non, je n'apporte pas l'espérance. Ça serait apporter un peu de lucidité et de l'espérance, non? Il y a des gens pour ça. Voilà le salle, tout le monde a compris, ou presque. Et qu'est-ce que c'est une crise? En plusieurs choses. Est en crise la représentation du monde dans lequel on croyait vivre. Représentation du monde dans lequel on croyait vivre. Est en crise plus fort, plus précis, est en crise le fait que le monde, nos mondes, personnels, conjugaux, professionnels, amoureux, sexuels, tout ce que vous voudrez, le monde, le réel, disons, le réel a cessé d'être ce qu'il n'a jamais été. A cessé d'être en partie ample. On n'est pas dans la lucidité extrême. On se raconte bobard aussi comme tout le monde, comme à toute époque, idéologie aidant.
Mais disons, une bonne partie de réel a cessé d'être, c'est qu'en fait il n'a jamais été, mais on n'était pas au courant. On a cessé, en partie, on a cessé de croire dans nos croyances. Oui, on a cessé de croire en nos croyances. Ça ne s'est pas terminé encore. C'est pas terminé encore. Le retrait relatif de la divinité, des explications divines, ils ne sont pas terminés. Ils ne sont pas terminés, y compris dans la domination réelle et fantastique du ménagement et autres hypothèses soi-disant terriennes. Et Dieu, évidemment, Dieu, c'est, bon, je l'ai dit 1000 fois déjà, dans ma longue vie, Dieu, c'est juste l'occupant le plus formel, de la problématique religieuse, qui n'a pas besoin de lui pour se reproduire. C'est juste les plus naïfs, ceux qui nécessitent quelques représentants en toge là-dessus, ça va, mais on peut les remplacer parfaitement par d'autres, sans problème. Très, très laïque quand même, très laïque. Bon. Hypothèse dialectique, donc. Mais essayons d'offrir, pour ne pas tomber dans la première hypothèse, essayons d'offrir une voie à la chose. Quels seraient quelques-uns, au moins deux, il doit y en avoir d'autres, quels seraient, deux de nos lieux durs de l'hypothèse de l'éthique? À quoi sert aujourd'hui l'éthique? Pourquoi tant d'éthique? Pourquoi tant d'éthique? Je pense avoir repéré deux noyaux durs, dont encore je ne suis pas sûr que ce soit le seul, mais ils sont consistants l'un et l'autre. Premièrement, l'incontournable responsabilité engagement subjectif. Incontournable responsabilité et engagement subjectif, c'est-à-dire dans tout ce qui nous arrive et dans tout ce qui ne nous arrive pas, nous sommes pour quelque chose. Ça serait une hypothèse, en plus d'être invérifiable, une hypothèse tout à fait biscornue d'imaginer que c'est la faute du gouvernement, la faute du capitalisme, qui sont pour quelque chose, je doute au point, bien sûr. Mais nous aussi. À moins que notre rôle de victime nous fasse jouir, ça peut, hein. Ça peut. Mais disons, nous sommes quelque chose, nous sommes innocents de rien. Surtout pas de nos dominations. Surtout pas de nos dominations. Notre jouissance en dépend. Bon, c'est une conception très sévère de l'éthique. Hein. Évidemment qu'il y a des révoltes qu'on ne peut pas tenter. Évidemment, il y a des batailles, il vaut mieux ne pas s'entreprendre parce qu'on va les perdre. Probablement. Mais ne nous cachons pas trop derrière ça, non, quand même. Parce que ces batailles qu'il vaut mieux ne pas entreprendre parce qu'on ne va pas les gagner, ces batailles ne sont pas consommées. Donc on ne peut pas savoir pour en parler si on va les perdre ou pas. Et une éthique qui n'est pas une éthique du risque, c'est pas une éthique, hein, c'est morale justement. Chapitre 1, je vous passerai un jour. Ouais, une éthique qui n'est pas une éthique du... L'éthique est l'éthique du risque. C'est une des raisons. Une des deux noyaux durs. C'est-à-dire, ça revient, l'éthique revient pour rappeler que jusqu'à un certain point de tout le monde,
il n'y a des victimes que consentantes. Bon, c'est une différence sauvage même, hein, avec la morale. Dans la morale, oui, je dis aux chrétiens en particulier, il y a des victimes et des bourreaux. Hein. Clairement divisées comme les séries TV, télé. Clairement distinguées, même à la tronche des uns et des autres. Du point de vue éthique. Pourquoi on parle tellement d'éthique aujourd'hui? Pourquoi ça revient tellement? Pourquoi les questions? Il y a un deuxième noyau dur, l'éthique comme cache-sexe, camouflage des enjeux idéologiques et politiques. Moins on veut en parler, moins on peut en parler, plus ils sont occultés, ces enjeux idéologiques et politiques, et plus il est question d'éthique, avec des préférences, un regard perdu dans le vide, histoire de bien sentir la divinité en soi, en soi-même. Donc l'éthique, là, c'est, je propose une extrême méfiance. Une extrême méfiance à l'égard de toute éthique. Au sens de se demander de quoi elle permet de ne pas parler. Qu'est-ce qu'elle permet de ne pas s'aborder? Qu'est-ce qu'elle vient sublimer? Bon, donc ce schéma donc largement moins que 2 heures. Il reste un point, non? Oui, aboutit donc la piste de travail suivante. Faut-il parler d'éthique au singulier ou d'éthique au pluriel? Donc l'éthique, telle que ça apparaît dans des phrases, d'un point de vue éthique, votre attitude est tout à fait défendable, elle est tout à fait condamnable, presque. Bon. Soit éthique au singulier, de préférence en majuscule, soit éthique au pluriel. Donc il y a plusieurs hypothèses, c'est qu'il y a de fait plusieurs éthiques. C'est la confiscation par tel ou tel courant d'opinion, humaniste, chrétien ou autre, qui fait, il n'y a pas tellement d'autres, qui fait apparaître l'éthique comme étant singulière une seule. Oui. Quand on dit d'un point de vue éthique, ce n'est pas un point de vue éthique, c'est, vous voyez la phrase, du point de vue de l'éthique, majuscule, traduction en français, l'accent près, c'est du point de vue de l'éthique minuscule, avec telle ou telle orientation. La question éthique au singulier, éthique au pluriel, bon évidemment je propose le pluriel, qui n'est pas si évident, hein, si ça suppose de renoncer à la majuscule. Et ça suppose de renoncer à l'idée qu'il y aurait une éthique par essence supérieure. C'est pas évident, hein? Pas évident, du tout même. Une éthique qui s'imposerait à tous et qui serait valable pour tout un chacun. Bon, on cherche toujours, je dirais. On verra ce que ça donne dans notre échange, quelques minutes. Mais bon, quand même, si on abonde dans la notion d'éthique plurielle, alors il y a une exigence intéressante, hein, mais inconfortable. Il faut définir éthique, alors. Et expliquer quelle fait la différence entre les différences éthiques. Pas du tout. Ce qui fait la primauté de l'une ou l'autre, je ne vois pas comment justifier la primauté de l'éthique sur une autre si ce n'est pas par une garantie divine. C'est celle qui correspond le mieux à l'essence de l'homme, d'accord? C'est celle qui... oui, c'est celle qui anthropologiquement, comme on dit, quand on veut cacher qu'on est croyant, on dit anthropologiquement. Anthropologiquement,
anthropologiquement est celle qui est la plus cohérente avec le bien-être et l'humanité. Mais il n'y a personne qui est contre le bien-être et l'humanité, sauf que ce n'est pas le même bien-être. Même les nazis cherchaient le bien-être, hein. Surtout eux, probablement. Bon. Et donc la question de penser, comment s'entendre, comment comprendre, comment expliquer la différence entre des éthiques, entre des configurations éthiques différentes. Donc. Et là, bon, là, Parti social, nous avons une hypothèse bien connue, qui est de dire que ce qui différencie les différentes configurations éthiques, ce sont leurs orientations idéologiques respectives. Le monde qu'elles visent, les valeurs qu'ils défendent, pas les valeurs, il n'y a pas. La question des valeurs en général, ça n'a aucun sens, sauf pour escamoter le débat. Non, les valeurs sont lesquelles? Quelles circonstances, dans quelle conjoncture, pour défendre quoi, pour attaquer quoi, etc. Donc c'est dire que, je conclue sur cette idée, vous voyez, que les éthiques se différencient par les orientations idéologiques qui les orientent. Bon, qui les guident, pardon, pour ne pas faire tautologie, qui les guident. Pour les mondes qu'ils essayent de construire, les tendances qu'ils essayent de détruire, je dirais, vous savez dans le bouquin que vous lirez, j'espère, l'éthique c'est une version régionale de l'idéologie, dans la mesure où une version, comment? Version régionale, spécialisée si tu veux. Mais régionale, ça fait plus, je ne sais pas quoi. Breton. Même, on peut dire ça. C'est pour ne pas contrarier les mouches, c'est vrai. Qui est une pièce de Sartre, hein, les mouches. Bon. Et je crois que Jean Genet, d'abord, et après Sartre. Bon. Et, une version régionale des idéologies, dans la mesure où les éthiques, c'est cette partie, disons, cette déclinaison, c'est plus mieux, cette déclinaison de l'idéologie qui interroge la responsabilité du sujet. Oui? Cette partie de l'idéologie qui interroge la responsabilité des juges, c'est-à-dire j'ai des ordres, étant donné ma place objective, je ne peux qu'obéir, mais quand j'obéis, c'est moi qui obéis. Et donc, je suis co-responsable. Par ce biais-là, je cherche l'éthique, qui est une définition qui permet de la localiser un peu et qui exclut des configurations éthiques qui ne sont pas. Oui? S'il n'y a pas de sujet engagé, ce n'est pas d'idéologie. Ah, mais excusez-moi. Ce n'est pas l'éthique, il voulait dire. Pour qu'il y ait l'éthique, il faut qu'il y ait un sujet compromis, engagé, éventuellement, après Freud, à son insu. Mais c'est l'idée que c'est... Mais ça, c'est pas mal comme définition, si je veux dire, parce que ça délimite un peu le champ, oui. Et en même temps, l'éthique comme sublimation des enjeux, camouflage, sublimation des enjeux idéologiques et politiques. C'est cette double condition-là qui m'est à l'ordre. Je suis pour quelque chose dans ce qui m'arrive,
Et en même temps, ce qui m'arrive, c'est pas... Moi, je ne suis pas la cause. Hein. Ou bien je suis la cause opposée.